L'Encyclopédie du monde de Michel Onfray. Première année, Cosmos. Aujourd'hui, les formes liquides du temps. Je souhaiterais, dans cette séance, aborder la question du temps. On fait un cours sur le temps, mais ne pas faire un cours sur le temps comme on le fait habituellement quand on fait un cours de philosophie. La plupart du temps, quand on aborde ce sujet-là, on va voir ce que machin, bidule, un tel ont raconté, et puis on fait une longue dissertation. La plupart du temps, on reprend ce que le philosophe a dit, on essaie d'expliquer ce qu'est l'essence du temps ou l'idée du temps. Et d'une certaine manière, on a parfois expliqué ce qu'était l'essence ou l'idée du temps, mais on n'a pas expliqué ce qu'était le temps réellement, véritablement. Il existe au Moyen-Âge un moment philosophique extrêmement important qui oppose des réalistes et des nominalistes. C'est un faux ami, le mot réaliste, parce que le réaliste n'est pas réaliste du tout. Le réaliste, c'est celui qui pense que les idées seules sont réelles. Et le nominaliste, c'est celui qui sait que seul est réel le réel. Et ça fait deux mondes. Ceux qui pensent que l'idée est plus vraie que le monde que l'idée est censée dire. L'idée est plus vraie parce que le concept est plus vrai. Vous voyez, on a Platon, on a le christianisme, on a le kantisme, enfin on a toute la philosophie occidentale traditionnelle qui nous dit l'idée est plus vraie que le monde. L'idée qui dit le monde est plus juste et plus vraie, plus adéquate que le monde lui-même. Et puis ceux qu'on a appelés les nominalistes, qui eux disent non, le mot n'est pas une chose. Le mot est là pour dire une chose, mais ça n'est qu'un mot. Le mot ne recouvre rien d'autre qu'un caractère d'ustensilité, je dirais. C'est utile, ça sert à dire. Si je dis une pomme, je présentifie la pomme en son absence. Mais le mot pomme n'existe pas en dehors de ce mot qui dit la chose. On prête à Spinoza cette phrase qu'il n'a jamais dite. Il aurait dit le concept de chien n'aboie pas. Et de fait, le chien aboie, le concept de chien n'aboie pas. Ce que je souhaiterais faire dans cette séance, et ce que je fais depuis longtemps, et ce que je tâcherai de faire si l'aventure dure, c'est justement un travail de nominaliste. C'est un travail empirique. C'est un travail anti-platonicien en ce sens, parce que je pense que le réel est plus vrai que les mots qui disent le réel. Et les mots ne seront là que pour raconter le réel. Donc plutôt que de m'interroger sur le flux, le fleuve d'Héraclite, vous savez, Héraclite nous dit on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, tout ça pour nous dire que si vous descendez dans la Dive ou dans l'Orne aujourd'hui et que demain vous y retournez, eh bien vous ne serez pas dans le même fleuve, parce que le fleuve se sera écoulé. Donc on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Le temps, c'est donc un flux, vous me direz, c'est une évidence, sauf que d'autres ne disent pas ça. D'autres disent que le temps, c'est la forme immobile de l'éternité immobile, par exemple, pour le dire dans le vocabulaire de Platon, ou une forme a priori de la sensibilité. Et puis on pourrait reprendre toutes les définitions qui ont été données par les philosophes. Aristote disait dans la physique que le temps, c'était le nombre du mouvement selon l'avant et l'après. On peut multiplier ces définitions-là, il y a toujours un philosophe pour nous en donner une. Et au bout du compte, quand on a dit ces choses-là, on a eu l'impression qu'on n'aura rien dit du temps. On n'aura pas saisi la vérité ou la réalité du temps. On peut inventer une formule et ajouter aux formules qui ont déjà été données, celles dont je vous ai parlé, ou d'autres, le fantôme de l'espace obsédant la conscience réfléchie de Bergson, par exemple. On peut toujours fabriquer une définition de ce type-là, et je pourrais dire que le temps, c'est la vitesse de la matière. Ça pourrait être ma définition. Je peux dire, voilà, le temps, c'est la vitesse de la matière. Qu'est-ce que j'aurais dit ? J'aurais ajouté une définition aux définitions, mais pour autant, je n'aurais rien dit de ce qu'il est véritablement, ce temps. Alors que tout le monde le sait. Tout le monde sait ce qu'est le temps, mais à chaque fois qu'on commence à penser le temps, d'un seul coup, on ne sait plus ce qu'il est véritablement. D'autant que le temps, nous le pensons dans une configuration qui est absolument occidentale. Tout le monde convient ici, quand on a une formation judéo-chrétienne, à cette idée qu'il y aurait le passé, le présent, le futur, que ce serait distinct, que le passé serait derrière nous, que l'avenir serait devant nous,
que le présent serait là où nous sommes. Et Bergson a analysé cette espèce de métaphore spatiale pour dire le temps, pour dire la durée, comme si on avait besoin de l'espace pour dire le temps. Et puis on se dit, ben voilà, le temps passé est mort, le temps futur est à venir, et nous sommes à ce point de jonction qui fait qu'à chaque instant, le temps entre dans le passé, en même temps qu'il entre dans le futur, et on consent à ça. D'autres, en Orient par exemple, ne consentent pas du tout à ça. C'est un temps occidental, celui qui pense qu'il y a une flèche linéaire qui part du passé pour aller vers le futur, alors que d'autres pensent que le temps est répétition, réitération, éternel retour des choses, pour le dire comme Nietzsche, qui reprend justement les thèses bouddhistes ou hindouistes. C'est-à-dire qu'il y aurait une espèce d'éternel présent, sans passé, sans futur, mais avec une répétition sans cesse de ce qui est déjà advenu. Ce que nous vivons, nous l'avons déjà vécu et nous le revivrons éternellement. Alors on a beaucoup dit sur le temps que justement il n'existait pas. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur non plus, parce que si je vous parle de quelque chose que vous avez fait, ou si je vous parle de quelque chose que vous allez faire, eh bien je le fais dans le présent, et il n'y a donc que du présent. Le futur est une fiction, le passé est une fiction, et la seule et unique réalité, ce serait le présent. Et ce présent ne serait qu'une durée vécue, extrêmement subjective. Il est bien évident que quand vous souffrez, le temps vous paraît long. Quand vous êtes dans la joie, ou dans la jubilation, ou dans l'allégresse, ou dans le bonheur, ça va vite. Et on a tous expérimenté des réveillons qui durent, ou des réveillons qui paraissent rapides. Je vous renvoie à votre expérience ou à l'expérience de chacun. D'autres disent qu'une théorie du temps n'est pas possible ou n'est pas pensable parce qu'elle s'inscrit dans le temps. On pourrait dire que c'est pas parce que quelque chose s'inscrit dans le temps qu'on ne peut tout de même pas le penser. On peut avoir un rapport d'extériorité au temps et voir ce qu'il est et comment il fonctionne. Nous sommes dans une domination platonicienne, pas seulement sur le terrain de la philosophie, mais aussi dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons, avec cette espèce de domination des idées et de l'idéologie qui va avec, cette domination du concept et cette espèce d'effacement du réel. Et on envisage toujours le temps par rapport à l'éternité. On a l'impression que le temps est une espèce de forme dégradée de l'éternité qui serait une forme pure. Il y aurait la pureté de l'éternité et une espèce de dégradation qui donnerait le temps dans lequel nous nous trouvons. D'abord, il faudrait imaginer ce que peut être l'éternité. Et nous ne pensons l'éternité que dans le temps dans lequel nous nous trouvons, puisque nous sommes affligés de cette vitesse dans la matière qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le travail empirique, c'est la recherche empirique. C'est-à-dire, je regarde, je vois, je constate, je prends mes leçons dans le réel, et je pense que le réel est susceptible de produire quelques idées, mais des idées qui sont attachées au réel, pas des idées qui sont dissociées et qui flotteraient dans une espèce de ciel des idées. Il n'est donc pas question pour moi de partir à la recherche du temps perdu, mais de partir à la recherche d'un temps perdu. Vous savez que c'est le titre de l'ouvrage monumental de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, et c'est donc en bergsonien qu'il aborde les choses. Il y avait un professeur de philosophie qui s'appelait Alphonse Darlu, qui était d'ailleurs un bergsonien, et Proust connaissait bien la pensée de Bergson, mais donc ce que recherche Proust, c'est le temps perdu. Alors qu'il ne retrouve que des fragments, des morceaux de durée vécue, de subjectivité vécue, qu'il est capable de faire s'étendre. Il y a parfois de très longues, trop disent certains, pas moi, mais enfin de très longues descriptions de petits moments, de petites sensations, de petites émotions. La fameuse Madeleine, dont tout le monde a entendu parler, ou les cattleyas, par exemple, ces fameuses fleurs qui se trouvent dans le décolleté d'une belle femme. Et il y a parfois 10 pages pour raconter l'émotion ou la sensation, la perception d'une durée vécue qui nous donne l'impression qu'on sera allé chercher le temps, mais qu'on n'aura retrouvé que des fragments de temps. Si j'ai l'intention d'être empirique, c'est aussi pas seulement parce que je voudrais parler du temps comme ça, dans l'absolu, mais parce que je voudrais raccrocher les wagons à la séance précédente ou aux séances précédentes qui m'ont fait vous raconter la mort de mon père et vous dire que c'était le moment qui avait rendu possible et l'écriture de Cosmos et la pensée qui va avec. Et comme je vous fais la proposition de cette pensée, il me faut vous remettre en perspective
l'existence de mon père, et puis cette expérience empirique. Et on peut tout prendre pour penser le temps, n'importe quoi fait l'affaire. On peut très bien prendre cette bouteille d'eau et expliquer comment c'est du minéral fondu, je veux dire, une pierre fondue, et pas fondue, mais qu'une eau justement minérale, parce qu'elle a vécu un certain temps, et n'importe quel objet est susceptible de permettre l'abord empirique. J'ai choisi 1921, date de naissance de mon père, et tant qu'à faire, un champagne, un vin. On peut effectivement retrouver des choses, des objets, des œuvres, des littératures qui correspondent à cette période-là, à cette date-là, même très précisément, et je suis allé à la recherche de ce qui s'était fait, produit, en 1921. Il y a un concept allemand extrêmement intéressant qu'on appelle le Zeitgeist. Je ne vais pas faire le malin, je ne suis pas germaniste, mais c'est un mot extrêmement intéressant qui est fait sur une espèce d'assemblage de deux concepts, de Zeit, le temps, et Geist, l'esprit du temps. Et nous, on est obligé d'avoir cette expression pour dire ce concept allemand. Et je crois qu'il existe effectivement un esprit du temps. Et qu'il y a quelque chose de commun. Vous me permettrez d'utiliser le concept de je ne sais quoi qu'a popularisé Jankélévitch, même si Balthazar Gracian en est à l'origine. Il y a un je ne sais quoi qui est commun à ce qui se passe dans un même temps. Je m'intéresse ces temps-ci aux masques himalayens, par exemple, et je suis très étonné que des figurations de ces masques himalayens puissent être mis en relation avec des masques africains ou des masques qui peuvent se retrouver en Indonésie et qui sont construits par des gens qui s'ignorent, masques anciens bien sûr, et qui disent à peu près la même chose, qui disent des choses assez semblables. Comment des peuplades, des hauts plateaux de l'Himalaya, par exemple, et puis des dogons, par exemple, qui sont peu susceptibles de se rencontrer, peuvent produire les mêmes formes. Ils produisent les mêmes formes parce qu'ils sont dans un même temps. Et que nous croyons que nous inventons, alors que nous sommes inventés par le temps. Le temps qui est un déplacement, le déplacement d'une durée qui fait que là où nous sommes, nous croyons que nous choisissons et nous sommes choisis. 1921, ce sont des œuvres qui marquent la fin d'un monde et qui marquent en même temps l'avènement d'un nouveau monde. On peut peut-être trouver ça un peu partout, je ne sais pas, on peut imaginer que je force le destin et que je vais choisir mes œuvres, par exemple, mais en philosophie, 1921, c'est la publication de Mars ou la guerre jugée, d'Alain. Mais c'est en même temps le Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein. Deux mondes. On a l'impression qu'Alain est un philosophe du 19e et Wittgenstein peut-être un philosophe du 21e. Certains le pensent. En musique, c'est la date du deuxième quintet de Fauré, mais c'est aussi celle des 6 leaders de Webern. Deux mondes complètement différents. Webern, une ultra-modernité, et Fauré, quelque chose qui s'apparente encore au 19e siècle. En peinture, vous avez Vallotton, par exemple, Femme nue dormant au bord de l'eau, ou alors vous avez un ready-made de Marcel Duchamp. Why Not Sneeze, deux mondes complètement différents. Magnifique peinture de Vallotton, très réaliste, presque hyper réaliste même. Et puis Duchamp qui casse la totalité des codes avec les fameux ready-made, les fameuses fontaines, les porte-bouteilles, etc. C'est aussi 1921, la date de la mort de Saint-Saëns, mais aussi la date du salon Dada à Paris. Saint-Saëns, musicien extrêmement classique, et Dada, hyper-modernité, qui détruit le vieux monde. Proust publie une partie de La Recherche du temps perdu, le volume intitulé Sodome et Gomorrhe, et en même temps, Joyce publie Ulysse. Là encore, on peut imaginer que Proust est un auteur peut-être le dernier auteur du 19e siècle, mais sûrement pas le premier auteur du 20e, quand on sait que Céline n'est pas loin et que justement Joyce est présent, que c'est la même date. Sodome et Gomorrhe et Ulysse, qui est un roman expérimental qui rend possible la totalité des recherches du nouveau roman jusqu'à l'autofiction aujourd'hui, mais enfin toutes les recherches qui auront suivi. C'est aussi politiquement le moment où des marins à Kronstadt se rebellent contre le pouvoir bolchevique, parce que les bolcheviks ont fait la révolution pour les soviets. Les soviets, c'était l'occasion de gérer ensemble, communément. C'était l'autogestion. Le soviet, c'était le conseil. Et il n'y a pas eu de soviet. Il n'y a pas eu de conseil. Il y a eu le parti, la bureaucratie et la violence.
C'est en même temps, cette année-là, l'année de la prise du pouvoir du Parti national-socialiste par Adolf Hitler. Le bolchevisme est triomphant, mais c'est aussi le moment de la nouvelle économie politique, c'est-à-dire le moment où on aurait dû comprendre que le marxisme-léninisme, ça ne marchait pas, puisque d'un seul coup, on est capable, d'un même moment du moins, on est capable de dire du capitalisme que c'est une catastrophe, et en même temps de demander au capitalisme qu'il sauve le bolchevisme, puisque les Américains aident l'Union soviétique pour qu'elle puisse, l'Union soviétique marxiste-léniniste, pour qu'elle puisse tenir le coup. C'est l'année où on condamne Sacco et Vanzetti, mais c'est aussi l'année où quelqu'un défend Sacco et Vanzetti, un anarchiste, qui s'appelle Benito Mussolini et dont on connaît la carrière qui suit. 1921, c'est la date de publication chez le même Freud de Psychologie des masses et Analyse du moi, et en même temps de Rêve et télépathie. C'est un texte extrêmement intéressant que ce texte politique, qui est d'actualité, plus que jamais d'actualité. Et il a un neveu, un petit-neveu, Bernays, qui a écrit un livre sur la propagande que Goebbels avait lu, Propaganda, et qui est un livre terrible pour comprendre notre modernité. Et il y a dans cet ouvrage-là une pensée de ce que sont les mouvements de masse, de ce que seront les mouvements de masse au XXe siècle, et aujourd'hui également, et en même temps, Rêve et télépathie, qui est une façon pour Freud de rester accroché au spiritisme d'Allan Kardec du XIXe siècle, des tables qui tournent et des esprits qui communiquent. C'est donc, avec ces quelques exemples, c'est donc un monde qui s'effondre, 1921, et un autre monde qui advient. Et c'est 14-18, on aura l'occasion de revenir évidemment sur 14-18 au moment on parlera du volet suivant, décadence, mais 14-18 est un grand moment de nihilisme, un grand mouvement pourvoyeur de nihilisme. C'est le nihilisme qui produit 14-18, mais 14-18 produit aussi le nihilisme. C'est un nihilisme qui entretient le nihilisme, et le nihilisme, c'est la fin des valeurs. C'est la disparition de tout sens. Et ce nihilisme-là, il est signifié dans les années qui suivent, et on verra, je développerai tout ça par la suite, mais comment Zara, Dada, le dadaïsme, comment le surréalisme, le futurisme, comment la destruction idéologique va suivre cette destruction qui a été la Première Guerre mondiale. Je suis d'une certaine manière l'enfant de ce temps, et c'est assez singulier d'imaginer que quand on a un grand-père qui a fait la guerre 14-18, c'est mon cas, on se dit que finalement on était à la merci, que ma potentialité était à la merci d'un éclat d'obus. Il y en a eu des centaines de milliers, des dizaines de milliers, des millions sur les champs de bataille, qui faisait que quelqu'un pouvait disparaître en un rien de temps, et il y en a eu des millions, et que donc effectivement, ce soldat de la guerre 14 aurait pu ne pas avoir mon père, et j'aurais pu ne pas être non plus pour cette occasion, c'est-à-dire que chacun, et c'est évidemment pas seulement mon cas, mais chacun procède d'une série inouïe de fortunes adéquates, si vous me permettez l'expression du mot adéquate dans le sens spinoziste, c'est-à-dire ce sont des fortunes adéquates, des chances, si vous voulez, diraient d'autres, des chances qui font que vous advenez un jour, que vous surgissez au monde et que c'est vous et rien d'autre. Et donc je me disais, et on se le dit souvent avec des amis qui aiment les vins, les vieux vins ou les millésimes, on se demande souvent ce qui a eu lieu l'année de ce vin, de ce grand vin, de ce champagne. C'est de plus en plus difficile avec les vins d'aujourd'hui qui sont faits pour être bu rapidement, parce que jadis, on utilisait la grappe, enfin, on utilisait la grappe dans sa totalité, et qu'il fallait que le bois fonde dans la bouteille, et on avait des vins extrêmement tanniques, et il fallait attendre un certain temps pour que les tanins soient fondus. Aujourd'hui, les tanins n'existent plus de la même manière, et les vins sont faits pour être bu dans les 3 ou 4 années qui suivent, donc ils ne vieillissent plus. Nous sommes dans un autre rapport au temps, et puis jadis, les caves étaient patrimoniales. On achetait une cave et puis on la transmettait à ses enfants, et les enfants continuaient à nourrir cette cave, et puis les petits-enfants héritaient de cette cave, etc. Il y avait une tradition familiale, les vins du grand-père, les vins du père, etc. Et puis on ne déménageait pas, et puis on ne divorçait pas, et puis on restait toute une vie ensemble, et puis on avait des vraies caves, avec la terre, avec des pierres, avec des possibilités pour les vins d'être et d'exister. Aujourd'hui, on déménage, on circule, on va, on vient, on a du chauffage central, on a une cave qui est parfois faite en béton ou en ciment, ou des caves mécaniques, je dirais presque, des caves électriques. Et donc effectivement, les conditions pour déguster véritablement le vin aujourd'hui ont disparu, et les conditions surtout pour déguster les vieux millésimes ou les grands millésimes. Donc il faut
Il faut se rendre à l'évidence que quand on s'en va dans une propriété et qu'on goûte le vin de la propriété qui n'a jamais bougé, on est dans les conditions optimales pour pouvoir accéder à ce que peut signifier et ce vin et le millésime en question. Je me retrouve donc avec quelques amis, et grâce leur soit rendu, Michel Guillard, qui est le créateur de l'Amateur de Bordeaux avec Jean-Paul Kaufmann, Denis Mola, mon ami libraire, et quelques autres amis dont je veux taire le nom, qui se retrouvent avec moi en 2012 dans l'est de la France, il y a de la neige, et on visite les kilomètres de caves de Champagne sur lesquels il y a des graffitis qui sont extrêmement émouvants, puisque il y a eu une vie souterraine en Champagne, avec les guerres, avec les gens qui ont travaillé aussi, les gens qui ont travaillé une vie entière dans ces caves de Champagne, et un peu comme des espèces de peintures rupestres, il y a l'histoire de l'humanité, l'histoire générale, la grande histoire, puis la petite histoire, qui se trouve racontée dans ces caves-là, où le temps fait la loi. Une cave, une grande cave, une belle cave, c'est un lieu où effectivement le temps fait la loi. Et je rencontre là un chef de cave qui est Richard Geoffroy, qui est le patron de Dom Pérignon et qui est un grand monsieur. Faire un vin, c'est donc le vouloir, c'est le désirer, c'est lui donner corps et âme, aux deux sens du terme. C'est-à-dire il faut le charpenter, le structurer. Il faut lui donner un esprit aussi, il faut vouloir quelque chose. C'est pas seulement presser du raisin, obtenir un jus, mettre dans une bouteille, c'est vouloir quelque chose. C'est décider de ce qu'il sera, c'est l'inventer, c'est l'imaginer, c'est le désirer, c'est le penser, le cogiter avant qu'il n'existe véritablement, c'est même l'envisager au sens étymologique, c'est-à-dire lui donner un visage, presque, le supposer, le raisonner, le réfléchir, le conjecturer, l'élever, comme on peut dire pour un enfant. Et élever un enfant, c'est pas élever un enfant comme on élève des chiens ou des animaux, c'est faire de telle sorte que là où on le prend, on puisse le mener plus haut que là où on l'a pris, faire de telle sorte qu'il ait acquis de la grandeur. Eh bien, il faut donner au vin de la grandeur, de la force, de la hauteur. Et ça se veut, ça. C'est-à-dire que Malaparte voulait une maison qui lui ressemble, mais je pense que quelqu'un qui fait un vin fait toujours un vin qui lui ressemble. Il le fait en fonction de sa subjectivité, mais il le fait aussi en fonction de sa maison. Soit la maison lui appartient, et il y a une tradition familiale, et je songe à mon ami Michel Drapier, qui fabrique le champagne du général de Gaulle, et qui lui hérite d'une tradition et veut ce que la tradition veut pour son vin, et puis d'autres qui veulent leur subjectivité, qui veulent imposer leur style à ce vin-là, et puis d'autres, des grands patrons, des gens du CAC 40 aujourd'hui qui achètent des grandes entreprises et qui fabriquent un vin qui leur ressemble. Ils achètent des très très grands crus, mais c'est vide, c'est creux. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'âme. Et j'ai vu quelques très grands vins passer comme ça de la main de gens qui avaient 5 siècles de famille derrière eux pour faire ce vin et qui faisaient un vin sublime, et qui se sont vus dépossédés de ce vin qui aujourd'hui se vend très cher, mais est devenu une infâme piquette, parce qu'ils font faire un vin qui leur ressemble. Comme il ne ressemble à rien, le vin ne ressemble à rien. Je crois vraiment que toutes les productions concentrent en elles l'esprit du temps, et que ça marche pour le vin comme pour les peintures, les musiques, ou un meuble, ou un roman, la philosophie, l'architecture, des recettes de cuisine même, ou un poème. Si vous lisez les recettes de cuisine d'Antonin Carême au XIXe siècle, eh bien, vous voyez bien que les pâtés de faisan de Carême ressemblent aux architectures d'Haussmann, ou que ça ressemble aussi à des musiques un peu épaisses de la même époque. Il y a quelque chose qui se dit, je vous disais tout à l'heure, l'esprit du temps, parce que ce qui est dans les choses n'est jamais qu'atomique. Et on reparlera d'Épicure tout à l'heure et des atomes. Et les atomes sont porteurs d'une subjectivité. Pas tant les atomes que les associations d'atomes. Les subjectivités atomiques qui constituent des sensations. Pas tant des sensations, mais des prétextes à sensations et à émotions. Dom Pérignon a fabriqué un vin, alors c'est un mythe aussi, Dom Pérignon, c'est le moine que nous savons, mais on a fabriqué toute une mythologie autour de Dom Pérignon,
mais c'est aussi un style de vin. Il faut que ce vin corresponde à son style, et singulièrement, s'il y a vraiment un esprit du temps, Dom Pérignon est l'exact contemporain de Louis XIV. C'est-à-dire 1638 et 1715 pour les deux. Et à cette époque-là, la musique, c'est Lully, la peinture, c'est Watteau, c'est aussi Vivaldi pour la musique, et on est dans l'allégresse, dans la joie ou dans la légèreté. On est dans l'ascendant sans transcendance. Il y a de l'ascendant sans transcendance chez le peintre dont je vous ai parlé, chez ces musiciens aussi, et qui sont des individus qui nous racontent un certain type de légèreté. Ce sont aussi des gens qui sont contemporains de Newton. Et Newton, ça n'est pas rien. Et les physiciens, ou les scientifiques, quand ils comptent et qu'ils découvrent des choses essentielles, je songe à Darwin par exemple, ou à Galilée, sont des gens qui font basculer l'esprit du temps également. C'est-à-dire que on croit que le christianisme dit la vérité sur ce qui est, et d'un seul coup, on a un Newton qui nous explique que peut-être que Dieu existe, mais il va falloir qu'on lui change son visage. Parce que si quelque chose s'apparente à Dieu, c'est ce qu'on appelle l'attraction, c'est ce qu'il appelle l'attraction universelle. C'est ce qui lie tout ce qui est. Il y a des atomes, mais qu'est-ce qui fait que ces atomes ne s'égaillent pas un peu partout dans la nature? Qu'est-ce qui fait que ces atomes-là constituent des formes qui sont autant de force? La réponse, l'attraction universelle. Il y a l'attraction universelle qui lie tout ce qui existe. Et c'est une révolution dans la vision du monde, puisque la mythologie chrétienne disparaît. Il n'y a plus que des particules qui sont en suspension dans un vide qui lui-même obéit aux lois de l'attraction. Il n'y a que des forces, que des formes, que de la matière, que des énergies. Peut-être y a-t-il une métaphysique, mais elle est totalement indépendante de ce que Newton nous apprend ou nous enseigne. Il ne nie pas Dieu, mais sa pensée fait l'économie de Dieu. Donc c'est une façon de s'arracher aux représentations judéo-chrétiennes pour dire qu'il faut penser le réel, penser la vérité, penser la réalité la plus immanente. Newton pense le cosmos et il y place les hommes en comprenant que les astres obéissent aux lois de la nature et que les hommes obéissent pareillement aux mêmes lois de la nature. Alors on peut appeler l'attraction universelle Dieu, c'est un peu ce que va faire Fourier un petit peu plus tard, Charles Fourier, mais on voit bien que ça n'a plus grand-chose à voir avec le Dieu chrétien qui est jaloux, méchant, vengeur, qui récompense, qui dit le bien, qui dit le mal et ce genre de choses. Si Dieu existe, alors il est la force qui rend possible les formes, ou qui rend possible la forme du monde. Newton met le cosmos en formule et d'une certaine manière Dom Pérignon en bouteille. Il y a une bulle à cette époque-là et tout est dans la bulle. Et je vous raconterai en bibliographie tout le travail de Gérard Ligier-Belair, qui fait un travail extrêmement intéressant, subventionné par le CNRS, et il traque les bulles des bouteilles de champagne pour savoir ce qui se passe dans les bulles, et c'est absolument passionnant. Mais s'il y a vraiment un esprit du temps, ces bulles, on les retrouve aussi dans la peinture du XVIIe siècle. Et il y a une tradition de vanité. Il y a eu une époque une très belle exposition qui avait été faite par Alain Tapier au musée de Caen sur les vanités. Et moi, je me souviens que c'est Paul Claudel qui m'a appris à lire les vanités, parce qu'il y a quelques pages magnifiques de Paul Claudel sur les vanités. Et vous avez toujours dans les vanités des mouches ou des fruits avec une tavelure, des pétales fanés, un couteau en déséquilibre juste au bord. Regardez dans les vanités, vous avez souvent des couteaux à demi dans le vide. Ils sont là prêts à basculer, prêts à tomber, comme une vie est prête aussi à basculer ou à tomber. Vous avez des fumées, des gens qui fument, des scènes de tabagie, comme on disait à l'époque, des sabliers, parce que la fumée est évanescente, elle aussi, comme une vie, des sabliers qui sont renversés, des pendules en mouvement ou des montres qui sont posées sur des beaux tapis, la beauté du monde, et en même temps le temps qui passe, des verres qui sont finement ciselés, donc extrêmement fragiles, ou alors des coupes ébréchées, des crânes, bien sûr, et puis aussi des textes, qu'on appelle des phylactères. La bande dessinée a récupéré cette expression-là. La bulle dans laquelle vous avez un texte est un phylactère, et ce sont des phylactères dans lesquels on trouve ce texte homo bulla. L'homme est une bulle. C'est-à-dire que, on le voit bien, les bulles sont pas faites pour durer, elles sont faites pour être évanescentes, elles sont faites pour exploser. Et quand elles explosent, elles libèrent.
quelque chose, saveur. Vous avez peut-être, moi je me souviens de ma mère qui m'offrait, qui mettait du myrrhe dans un verre avec de l'eau pour qu'avec la clé on puisse faire des bulles. Et il y avait des couleurs chatoyantes sur ces bulles, et d'un seul coup ça explosait, et il y avait toujours l'odeur du myrrhe en question, mais à chaque fois qu'une bulle explose, elle libère des flaveurs, des saveurs, des odeurs ou des parfums. Le champagne, c'est exactement la même chose. Le mystère du champagne, c'est effectivement le mystère d'une bulle qui concentre justement les temps dont nous parlons. Il y a des peintres qui ont peint ces choses-là, hein. Simon Luticuis, par exemple, Hendrik Andriessen, Simon Renard de Saint-André ou Carrel du Jardin. J'ai noté les noms parce que je ne les ai pas en tête, mais on les voit dans les peintures flamandes. Ces gens qui nous racontent que la vie est brève, qu'elle est courte, que homo bulla, l'homme est une bulle, et qu'il faudrait que nous le sachions. De sorte que une coupe de champagne ou une flûte, ça dépend. On dit de la coupe de champagne qu'elle a été modelée sur le sein de la Pompadour. Je ne sais pas sur quoi aurait été modelée la flûte. On n'en dit rien, mais enfin, d'aucuns disent qu'effectivement, c'est pas la flûte, c'est la flûte qu'il faut boire, en fait, qu'il faut utiliser. Il faut plutôt utiliser un verre à dégustation, parce que le champagne est un vin. Et il y a dans ce verre de champagne l'occasion d'une leçon de vanité. Comme c'est un vin de fête, la plupart du temps, on fête la fête et on n'est plus à la fête qu'au vin qu'on boit. Et dans ces cas-là, on fête le bébé qui vient d'arriver, l'an passé ou l'an nouveau, on fête le plaisir d'être ensemble, on fête, je sais pas quoi, un permis de conduire. Et on est au plaisir d'être ensemble, et ce plaisir d'être ensemble fait qu'on regarde les autres, on regarde autour de soi, mais rarement dans le verre et dans ce qui se passe dans le verre. On met rarement son nez dans le verre pour savoir ce que le champagne nous raconte. Il y a beaucoup de mauvais champagne, et si le champagne est mauvais, il vous raconte rien du tout. C'est la même chose qu'un Perrier, si vous voulez, en moins bon. Si un champagne est grand, il a un nez, et ce nez nous raconte aussi quelque chose. Donc il y a une leçon de vanité qui se trouve dite, homo bulla, ça ne va pas durer, profitez-en, et une leçon plus générale sur des temps. Le vin, tous les vins gardent en mémoire le temps général et le temps particulier. J'appelle le temps général le temps de l'histoire et le temps particulier le temps de chaque subjectivité ou de chaque individualité. On se retrouve donc avec ses amis à ouvrir quelques grands flacons, et Michel Guillard est stomatologue en dehors de ses immenses compétences en œnologie, et Michel a toujours des chiffres à nous donner, et il nous parle de la bouche, des récepteurs et ce genre de choses, et je lui dis souvent que ce ne sont pas les gynécologues qui sont les mieux placés pour nous parler d'amour, et que c'est la même chose, c'est pas forcément le stomatologue qui nous dit les meilleures choses pour que nous puissions goûter. Et pourtant, il nous dit ce jour-là des choses extrêmement intéressantes. Il nous dit qu'il y a 200 000 connexions nerveuses pour la somesthésie. La somesthésie est un sens dont on ne parle pas beaucoup, et c'est le sens de la sensibilité du corps. C'est ce qui gère notre présence au monde, si vous voulez. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une pièce chaude alors qu'il fait froid dehors, eh bien, il y a en vous tout un système qui va faire de telle sorte que votre corps va prendre en considération les changements de température, et donc les modalités de votre présence au monde sont gérées par ce sens qui est, ou par cette sensation qui est la somesthésie. 200 000 connexions, nous dit Michel. 100 000 pour l'audition, 50 000 pour l'olfaction et 10 000 pour le goût. C'est-à-dire que l'hominisation a produit un effet tout à fait particulier, c'est-à-dire que tout est fait, ou tout dans l'humanité a fait que nous sommes devenus des gens qui savent voir, mais qui ne savent plus sentir. Il y a des analyses intéressantes de Freud sur ce sujet-là, qui nous dit que les hommes ont été des quadrupèdes qui sentaient, enfin avant que d'être hommes, nous étions des quadrupèdes qui sentions, et on avait du flair. Et on entendait bien, mais on voyait mal. Et il y a eu un moment donné où l'hominisation a fait que le quadrupède est devenu bipède. Il a donc libéré les bras. Il a donc pu devenir un homo faber, un homme qui a fabriqué. Et en même temps, il a été obligé de lever la tête, ce qui a rendu possible le cerveau. C'est une lecture, c'est une lecture assez 19e, mais elle est intéressante. Et à partir de ce moment-là, nous avons gagné
avec le sens de la vision, mais nous avons perdu avec les sens de l'olfaction, avec les sens de l'audition. On entend moins bien, on sent moins bien, mais on voit beaucoup mieux. De sorte que quand nous goûtons un vin, eh bien, nous sommes plus informés par ce que nous voyons que par ce que nous allons goûter réellement. Nous sommes trahis par nos sens. Les yeux font l'essentiel du travail, et cette hominisation, le processus d'hominisation a fait que nous sommes détachés du réel concret pour jouir, pour apprécier en fait les images que nous nous faisons de ce réel-là. Et voyez comment nous retrouvons l'opposition entre les réalistes et les nominalistes. Ceux qui ont cru effectivement que le monde ne servait qu'à produire des idées qui étaient plus vraies que le monde ont gagné, de sorte que quand nous goûtons un vin, la plupart du temps, on est loin de la réalité nominaliste de ce vin, et on arrive avec des préjugés, avec des a priori culturels. Vous savez ce qu'on vous sert. C'est un vin blanc, c'est un vin rouge. Vous voyez la forme de la bouteille, vous savez si c'est un Bourgogne ou si c'est un Bordeaux. On vous a expliqué que les Bordeaux sont plus souples, sont plus légers, que les Bourgognes sont plus violents, sont plus puissants, et que certains vont... les gibiers, par exemple, vont bien avec le Bourgogne, etc. Et votre éducation fait que dès que vous voyez la bouteille, dès que vous voyez la couleur, dès que vous voyez la forme de la bouteille, donc... Dès qu'on vous explique que vous êtes en train de boire un Gevrey-Chambertin plutôt qu'un Margaux, eh bien, vous avez déjà un savoir qui va s'interposer entre vous et ce que vous allez goûter. C'est-à-dire que si on vous sert un Bourgogne à partir d'une bouteille de Bordeaux, c'est-à-dire si on a transvasé du Bordeaux dans du Bourgogne ou du Bourgogne dans du Bordeaux, et qu'on vous verse le vin, vous allez parler l'étiquette plutôt que ce qu'il y aura dans la bouteille. Vous avez une culture qui vous empêche de saisir la réalité du monde, et ça marche pour le vin comme pour beaucoup d'autres choses. Richard Geoffroy, qui est donc le patron, qui lui est extrêmement silencieux, donne la parole à son maître de chai, qui est Benoît Guèze. Il se fait que je découvre à cette occasion que Benoît Guèze est originaire de Caen, et que j'ai eu l'un de ses frères comme élève quand j'étais prof de philo dans un lycée technique à Caen. Et donc on venait pour un champagne 1921, ce sont des flacons patrimoniaux. Il y en a très peu, quelques-uns qui sont là ont été rachetés dans une collection américaine, et donc il en reste 4 ou 5. Et donc nous sommes convenus ce jour-là de déguster des Moët & Chandon 21 plutôt que des Dom Pérignon. Et en fait, une dégustation m'a été proposée qui était une autobiographie. Et Benoît, qui savait 2 ou 3 choses dans ma vie, enfin des choses qui sont un petit peu publiques, m'a dit qu'on allait commencer par un 2006, création de l'Université populaire du Goût à Argentan, puis 2002, création de l'Université populaire de Caen, 1983, mon entrée dans l'éducation nationale, 1959, mon année de naissance, et enfin 1921, l'année de naissance de mon père. Je vais vous passer les détails, j'ai pris des notes, je vais vous passer les détails des fiches que chacun a pu prendre. Mais je voudrais que ce soit l'occasion, cette dégustation, d'une leçon d'ontologie concrète. J'ai eu l'occasion de dire ce qu'était l'ontologie à plusieurs reprises, mais je le redis, je parlais tout à l'heure de la pomme. Il n'y a pas de pomme sur cette table, il n'y a pas de visible, mais si je vous parle d'une pomme, vous avez l'idée de la pomme, eh bien quiconque a le souci des idées, ce souci de l'idée, c'est-à-dire l'objet sans sa forme, sans sa couleur, sans son, etc., s'occupe donc d'ontologie. Eh bien, l'ontologie, elle est la plupart du temps faite pour penser des idées. Moi, ce que je propose, c'est une ontologie matérialiste, c'est le sous-titre de Cosmos, et c'est d'ontologie matérialiste, c'est-à-dire une proposition de l'être des choses en tant que ces choses sont réelles et concrètes, et pas idéales ou idéalisées ou conceptuelles. Cette séance, je voudrais la construire sur 3 temps, puisque je suis un occidental, et que je souscris moi aussi au passé, au présent et au futur. Donc, un premier temps qui est le passé du vin, et qui va de ses conditions de possibilité à son être, c'est-à-dire qu'est-ce qui va rendre possible un jour ce vin, et qu'est-ce qui fait qu'un jour il est. Le présent du vin, de l'être là, c'est aussi un concept issu de l'allemand d'une certaine manière, le fameux Dasein d'Heidegger, qu'on traduit par être là, ce qui est immédiatement dans sa pure présence. Le concept est un peu barbare, mais il est intéressant, de l'être là, donc du vin à sa disparition. Et puis le futur du vin, c'est-à-dire de ses métamorphoses,
de ce qu'il devient quand on le met en bouteille, jusqu'à sa mort, sa disparition. Sa mort, c'est aussi bien la mort dans la bouteille parce qu'il est épuisé, parce qu'il n'a pas tenu le coup, et on verra pourquoi, comment, etc. Ou alors parce qu'on l'ingère et qu'il disparaît. D'une certaine manière, la vie d'un vivant, c'est toujours la vie d'un vivant, et le vin, c'est vivant. Et toutes les vies se résument à peu près de la même manière. Le schéma est à peu près le même tout le temps. Nous allons toujours du potentiel à la néantisation, en passant par des degrés d'être. L'être potentiel que nous avons été, des milliards de spermatozoïdes et un seul qui rend possible l'être que nous sommes un jour, et puis cette disparition et cette néantisation de l'être qui a été, en passant par des degrés d'être qui conduisent justement de la naissance à la mort, pour aller vite. Eh bien ça marche pour les hommes, ça marche pour les animaux, pour les humains bien sûr, hein, ça marche pour les animaux et ça marche pour le vivant. Ça marche pour une paramécie, ça marche pour une plante. Mais ça marche aussi pour des choses qui vieillissent également, mais qu'on ne voit pas vieillir. Les montagnes, les fleuves, et les géologues ou les géographes savent comment vieillissent les montagnes, comment vieillissent les fleuves, comment vieillissent les paysages. Premier temps, donc, le passé. Il y a dans le vin, évidemment, un passé géologique. Et on a fait de la géologie en classe, tous plus ou moins. Et c'est pas forcément passionnant d'apprendre la géologie quand on apprend juste des périodes jurassiques, crétacées ou ce genre de choses, ou des noms un peu barbares, parce qu'on parle de millions d'années, on voit pas ce qui distingue 100 millions d'années de 500 millions d'années, et la géologie est une discipline qui supposerait que nous puissions nous déplacer facilement mentalement dans le temps et dans l'espace, et c'est rarement le cas au moment où on s'occupe véritablement de géologie. Or, la géologie est passionnante. J'ai coutume de dire que la géologie rend possible la géographie, qui rend possible l'histoire, qui rend possible ensuite la philosophie, parce que on ne pense pas de la même manière sur le granit ou sur le calcaire, pour aller vite. Mais il faudrait développer. Il y a une formation de la nature, il y a des sols et des sous-sols qui ont été formés aussi et qui ont eux aussi obéi à des temps. Et ces temps sont concentrés dans le vin que nous buvons. Il y a eu des roches volcaniques qui se sont constituées après le refroidissement, et ça donne du granit. Et là où il y a du granit, le vin n'est pas le même que là où il y a du calcaire. Il y a eu des roches sédimentaires qui, elles, se sont produites avec les dépôts de fossiles. Il y a eu la mer, la mer a disparu. Les animaux dans la mer se sont décomposés, ont constitué des dépôts de fossiles qui eux-mêmes ont subi l'érosion ensuite avec le temps et avec le vent. Et là, on a du calcaire, du grès, du galet, les argiles, les marnes et les graves, et puis les roches métamorphiques qui, elles, ont été structurées par la pression sur ces deux types de roches. Il y a eu des pressions terribles qui ont généré les schistes ou les gneiss. Eh bien, quand on boit un vin, et on le sait, on boit ce temps géologique. On boit ce temps de la pierre, on boit les atomes de la pierre. Et si vous goûtez à Lacrima Christi, par exemple, qui est élaboré sur les pentes de l'Etna, eh bien, vous aurez le goût du volcan dans la bouche quand vous aurez goûté ces vins-là, ou quand vous aurez goûté d'autres vins, des sauternes, par exemple, ou des barsacs, ou des vins liquoreux de Hongrie, le Tokaj, par exemple, eh bien, vous aurez la fameuse pourriture noble que vous retrouverez dans la bouche comme un goût de champignon qui sera là, présent aussi, parce que les vins concentrent les temps qui les ont rendus possibles. Il y a donc un passé de la terre aussi, et la terre, ce sont les forêts primitives qui sont arrivées ensuite et qui se sont trouvées fondues sur elles-mêmes, qui se sont effondrées sur elles-mêmes, et il y a eu une stratification de cadavres d'animaux pendant des siècles, de pourrissement des feuilles, saison après saison, et ce pendant des millions d'années, les déjections des animaux, les fouissements de milliards de lombrics pendant des temps immémoriaux, et tout ça constitue un humus. Et j'ai eu la chance d'être il y a quelque temps dans la forêt amazonienne, et vous avez l'odeur de la forêt amazonienne qui est l'odeur de la perpétuelle décomposition qui rend possible la vie. Ce parfum de début d'humanité qu'on peut sentir dans la forêt amazonienne. Il y a eu évidemment les inondations sans fin, les déluges. Et il n'y a pas par hasard l'épopée de Gilgamesh ou le déluge de Noé dans l'Ancien Testament. Les hommes ont gardé la mémoire de ces temps où la pluie était permanente. Il y a eu les réchauffements, il y a eu les glaciations, enfin toutes ces choses qui ont cassé des atomes, qui ont brisé des atomes, qui les ont associés, dissociés, composés, décomposés, recomposés pour fabriquer une matière noble. Vous avez le sous-sol, là vous avez le sol qui est lui aussi vivant. Et vous avez donc des terres argileuses
calcaires, humifères, sableuses, des mélanges de toutes ces terres-là, et puis les petites bestioles qui se sont trouvées mortes et qui se sont décomposées. On voit ça quand on regarde la géologie du Champagne, toutes ces petites bestioles qu'on trouve dans le calcaire et qui sont, comme on dit, hydrophiles, elles aiment l'eau. Et donc évidemment, quand vous fabriquez du vin, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas du vin, ça ne va pas fabriquer le même vin. Si vous avez des vins d'Afrique du Sud ou d'Afrique du Nord, très alcooleux, très forts et très puissants parce qu'il y a beaucoup de soleil et peu d'eau, ce ne sera pas du tout la même chose que quand vous trouverez dans un endroit où il y aura effectivement des eaux qui sont conservées par des pierres qui, elles, sont poreuses. Boire un vin, c'est donc aussi avaler les atomes de la Terre, avaler les atomes également des pierres. On ingère toutes ces choses-là. Et si vous avez des goûts de pierre à fusil dans certains vins, c'est pas par hasard. Il y a le passé aussi du paysage. Et les paysages sont bien sûr des paysages naturels, mais ils ont été aussi fabriqués par les hommes. Il y a peu de paysages qui soient vraiment des paysages indemnes de la main des hommes. Et on voit bien comment dans les paysages de Champagne, qui ont été récemment classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et grâce en partie au travail de Michel Guillard, mon ami Michel Guillard dont je vous parlais tout à l'heure, et ces paysages, eh bien, ils sont plus ou moins exposés au vent, au soleil, donc à l'ensoleillement, à la pluie, et on sait très bien, les paysans le savent, maintenant les jeunes techniciens ont des logiciels qui ont intégré toutes ces données-là, mais au nez, à l'œil, les anciens savaient à quoi ressemblait la parcelle, comment elle allait réagir à l'arrivée de l'automne, comment elle fonctionnait au printemps, comment elle réagissait en plein été quand il y avait des gros cagnats, est-ce que ça produisait comme effet sur les raisins. Nous venons, nous aussi, de cette terre primitive, de cette eau primitive, et il faut faire tout le travail de généalogie de la pierre, mais en même temps c'est une généalogie de l'humain. On sait depuis Darwin qu'un certain type de singe a évolué pour donner les hommes que nous sommes, ou les humains que nous sommes, mais il y a à l'évidence une progression très en amont qui fait que nous sortons de ce chaos primitif et de cette eau primitive pour devenir, pour avoir été d'abord des créatures marines, puis devenir des créatures amphibiennes, puis devenir des créatures franchement terrestres, et puis devenir les humains que nous sommes. Et cette évolution, elle est visible dans les terres, dans les sols, dans les sous-sols et dans les terres qui rendent possible les vins dont nous parlons. Il y a le passé climatique, bien sûr, et on le sait très bien, Emmanuel Leroy-Ladurie a travaillé sur des archives de ce type-là. Les paysans, premier sens du terme, c'est-à-dire les paganus, les païens, ceux qui connaissent la nature, ceux qui savent comment fonctionne la nature, prenaient des notes. Et quand ça n'était pas par écrit, c'était mental. Ils savaient comment les climats avaient fonctionné, comment ils avaient évolué. Et encore aujourd'hui, vous avez des maîtres de chai ou des chefs de cave qui sont capables de vous parler du temps qu'il faisait le 4 juillet il y a 25 ans, et le temps qu'il a fait le 6 juillet quelques jours plus tard, et qui ont conservé une mémoire absolument intacte de ce temps, pour le coup, climatologique. Boire, c'est ça aussi, c'est-à-dire retrouver des années sèches, retrouver des années humides, retrouver des années gorgées d'eau, retrouver des années pleines de soleil, ou retrouver des années où il y a eu de la neige, ou toute chose qui relève du climat. Il y a évidemment dans le vin également un passé que j'appelle virgilien, parce que les hommes sont entrés en relation avec toutes ces choses-là. Ils ont domestiqué la pierre, la terre, parfois le vent, en plantant dans des endroits, ou en plantant des haies qui empêchaient des vents coulis ou des passages de vent, plantant des arbres. Et ils domestiquent également le cep ou la grappe, et c'est tout le travail des paysans. C'est en fait le temps des planteurs, des arroseurs, des sarcleurs, des bineurs, des greffeurs, des tailleurs, des vignerons, des viticulteurs, c'est-à-dire c'est le génie des hommes qui se trouve concentré dans les plantes que nous avons sous les yeux quand nous sommes dans une vigne, quand nous sommes dans un vignoble. Tous ces gens qui travaillent, un peu moins maintenant parce que ce sont souvent des saisonniers, mais tous ces gens qui ont par exemple passé leur vie dans les vignobles, j'en ai connu il y a une vingtaine d'années dans le Bordelais, des très anciens qui sont souvent des taiseux. Et ce sont les gens du temps artisanal, les gens qui taillent, qui lient, qui relèvent, qui palissent, qui bourgeonnent, qui rognent et qui soignent la vigne. Ce sont des gens qui sont presque devenus eux-mêmes vignes.
Ils ont des mains comme des ceps de vigne et ils sont en relation directe avec ce temps-là. C'est donc aussi le temps du travail des hommes qu'on ingère quand on boit un vin. C'est le travail de l'intelligence des hommes, parce que quand les raisins ont été plantés ici et pas ailleurs, quand ils ont été récoltés et vendangés à cette époque-là et pas à une autre époque, eh bien il faut les assembler. Il y a parfois du monocépage, et les Américains font ça souvent, des chardonnays, des sauvignons, des merlots. C'est donc un cépage, mais ils ont chacun leurs qualités, leurs défauts. Ils peuvent des choses, mais ils ne peuvent pas tout. Et parfois, les assemblages rendent possible, toujours même d'ailleurs, les assemblages rendent possible des choses extraordinaires. C'est-à-dire, si vous mélangez Sauvignon, Sémillon, par exemple, en des proportions différentes et relativement alchimiques, eh bien, vous allez fabriquer votre vin, vous allez vraiment le construire. Les cépages du Champagne, ce sont Pinot Noir et Pinot Meunier, qui sont des raisins noirs, Chardonnay, un raisin blanc, et puis rarement et en toute petite quantité des vieux cépages un peu oubliés, l'Arbane, le Petit Mélier. Je l'aime bien parce que ça renvoie à mon curé Mélier, le premier athée pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, le Pinot Blanc ou le Pinot Gris. Alors le Pinot Noir, lui, fonctionne en contrepoint avec le calcaire et il donne au vin sa structure, son corps, sa puissance. Et c'est lui qui donne le goût de fruits rouges au vin que vous allez boire. C'est donc la structure, le Pinot Noir. Et si vous avez un monocépage, ça existe aussi, Champagne uniquement Pinot Noir, vous allez retrouver ce goût de fruits rouges en bouche et cette charpente-là. Le Pinot Meunier, lui, il est en contrepoint avec les argiles parce qu'il donne le souple et le fruité et la rondeur. Et puis le Chardonnay, c'est ce qui donne le floral et parfois le nez d'agrumes. Vous sentez parfois des mandarines, des oranges, des pamplemousses. C'est extrêmement minéral aussi. On trouve du minéral à partir de ce cépage-là. Et c'est ce qui permet justement d'envisager le vieillissement. Donc vous voyez que si vous jouez avec la structure, avec la rondeur, avec la souplesse, avec le vieillissement, plus ou moins, vous allez obtenir évidemment un vin tout à fait particulier. L'assemblage, c'est du contrepoint. C'est de la mise en relation, c'est jouer avec les forces. C'est tout un travail d'intelligence. C'est-à-dire que quand vous avez un vin bien fait, eh bien, on n'aura rien sacrifié. Il ne faut pas que la puissance prenne le tout parce que vous y perdez de la délicatesse. Il ne faut pas que la délicatesse soit toute puissante parce que vous manquerez de charpente ou de tonicité, par exemple. Et cet équilibrage, c'est d'abord un équilibrage mental. Comme les nez qui fabriquent des parfums et qui les ont conçus mentalement avant de passer à l'acte. Les grands parfumeurs sont des gens qui mentalement associent des flaveurs et quand ils ont obtenu mentalement et conceptuellement un parfum, ils l'essaient pour vérifier, d'une certaine manière, l'adéquation ou la justesse de leur intuition conceptuelle. Donc le vin se pense d'abord. Et quand il est pensé, eh bien on le fabrique ensuite, on vérifie. Et parfois, il m'est arrivé d'assister à des assemblages, eh bien vous faites vous-même vos assemblages. Et c'est assez intéressant de voir comment les femmes font leurs assemblages, comment les hommes font leurs assemblages, qui fait quoi, comment certains font triompher la puissance, d'autres la délicatesse, d'autres la souplesse, d'autres la rondeur. Et il y a aujourd'hui des viticulteurs très modernes qui savent qu'on peut gagner beaucoup d'argent et vous allez parfois dans certaines maisons où vous pouvez faire vos assemblages. Temps perdu. Alors qu'ils ne retrouvent que des fragments, des morceaux de durée vécue, de subjectivité vécue, qu'il est capable de faire s'étendre. Il y a parfois de très longues, trop disent certains, pas moi, mais enfin de très longues descriptions de petits moments, de petites sensations, de petites émotions. La fameuse Madeleine dont tout le monde a entendu parler, ou les cattleyas par exemple, ces fameuses fleurs qui se trouvent dans le décolleté d'une belle femme. Et il y a parfois 10 pages pour raconter l'émotion ou la sensation, la perception d'une durée vécue qui nous donne l'impression qu'on sera allé chercher le temps, mais qu'on n'aura retrouvé que des fragments de temps. Si j'ai l'intention d'être empirique, c'est aussi pas seulement parce que je voudrais parler du temps comme ça dans l'absolu, mais parce que je voudrais raccrocher les wagons à la séance précédente ou aux séances précédentes qui m'ont fait vous raconter la mort de mon père et vous dire que c'était le moment qui avait rendu possible et l'écriture de Cosmos et la pensée qui va avec. Et comme je vous fais la proposition de cette pensée, il me faut vous remettre en perspective l'existence de mon père et puis cette expérience empirique. Et on peut tout prendre pour penser le temps, n'importe quoi fait l'affaire. On peut très bien prendre cette bouteille d'eau et expliquer comment c'est du minéral fondu
fondue, je veux dire une pierre fondue et pas fondue, mais qu'une eau justement minérale, parce qu'elle a vécu un certain temps et n'importe quel objet est susceptible de permettre l'abord empirique. J'ai choisi 1921, date de naissance de mon père, et tant qu'à faire, un champagne, un vin. On peut effectivement retrouver des choses, des objets, des œuvres, des littératures qui correspondent à cette période-là, à cette date-là, même très précisément, et je suis allé à la recherche de ce qui s'était fait, produit, en 1921. Il y a un concept allemand extrêmement intéressant qu'on appelle le Zeitgeist. Je ne vais pas faire le malin, je ne suis pas germaniste, mais c'est un mot extrêmement intéressant qui est fait sur une espèce d'assemblage de deux concepts, de Zeit, le temps, et Geist, l'esprit du temps. Et nous, on est obligé d'avoir cette expression pour dire ce concept allemand. Et je crois qu'il existe effectivement un esprit du temps. Et qu'il y a quelque chose de commun. Vous me permettrez d'utiliser le concept de je ne sais quoi qu'a popularisé Jankélévitch, même si Balthazar Gracian en est à l'origine. Il y a un je ne sais quoi qui est commun à ce qui se passe dans un même temps. Je m'intéresse ces temps-ci aux masques himalayens, par exemple, et je suis très étonné que des figurations de ces masques himalayens puissent être mis en relation avec des masques africains ou des masques qui peuvent se retrouver en Indonésie et qui sont construits par des gens qui s'ignorent, masques anciens bien sûr, et qui disent à peu près la même chose, qui disent des choses assez semblables. Comment des peuplades, des hauts plateaux de l'Himalaya, par exemple, et puis des dogons, par exemple, qui sont peu susceptibles de se rencontrer, peuvent produire les mêmes formes. Ils produisent les mêmes formes parce qu'ils sont dans un même temps. Et que nous croyons que nous inventons, alors que nous sommes inventés par le temps. Le temps qui est un déplacement, le déplacement d'une durée, et qui fait que là où nous sommes, nous croyons que nous choisissons et nous sommes choisis. 1921, ce sont des œuvres qui marquent la fin d'un monde et qui marquent en même temps l'avènement d'un nouveau monde. On peut peut-être trouver ça un peu partout, je ne sais pas, on peut imaginer que je force le destin et que je vais choisir mes œuvres, par exemple, mais en philosophie, 1921, c'est la publication de Mars ou la guerre jugée, d'Alain. Mais c'est en même temps le Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein. Deux mondes. On a l'impression qu'Alain est un philosophe du 19e et Wittgenstein peut-être un philosophe du 21e. Certains le pensent. En musique, c'est la date du deuxième quintet de Fauré, mais c'est aussi celle des 6 leaders de Webern. Deux mondes complètement différents. Webern, une ultra-modernité, et Fauré, quelque chose qui s'apparente encore au 19e siècle. En peinture, vous avez Vallotton, par exemple, Femme nue dormant au bord de l'eau, ou alors vous avez un ready-made de Marcel Duchamp. Why Not Sneeze, deux mondes complètement différents. Magnifique peinture de Vallotton, très réaliste, presque hyper réaliste même. Et puis Duchamp qui casse la totalité des codes avec les fameux ready-made, les fameuses fontaines, les porte-bouteilles, etc. C'est aussi 1921, la date de la mort de Saint-Saëns, mais aussi la date du salon Dada à Paris. Saint-Saëns, musicien extrêmement classique, et Dada, hyper modernité, qui détruit le vieux monde. Proust publie une partie de L'Archéologie du temps perdu, le volume intitulé Sodome et Gomorrhe, et en même temps, Joyce publie Ulysse. Là encore, on peut imaginer que Proust est un auteur peut-être le dernier auteur du 19e siècle, mais sûrement pas le premier auteur du 20e, quand on sait que Céline n'est pas loin et que justement Joyce est présent, que c'est la même date. Sodome et Gomorrhe et Ulysse, qui est un roman expérimental qui rend possible la totalité des recherches du nouveau roman jusqu'à l'autofiction aujourd'hui, mais enfin toutes les recherches qui auront suivi. C'est aussi politiquement le moment où des marins à Kronstadt se rebellent contre le pouvoir bolchevique, parce que les bolcheviks ont fait la révolution pour les soviets. Les soviets, c'était l'occasion de gérer ensemble, communément. C'était l'autogestion. Le soviet, c'était le conseil. Et il n'y a pas eu de soviet. Il n'y a pas eu de conseil. Il y a eu le parti, la bureaucratie et la violence. C'est en même temps, cette année-là, l'année de la prise du pouvoir du Parti national-socialiste par Adolf Hitler. Le bolchevisme est triomphant, mais c'est aussi le moment de la nouvelle économie politique.
c'est-à-dire le moment où on aurait dû comprendre que le marxisme-léninisme, ça ne marchait pas, puisque d'un seul coup, on est capable, d'un même moment du moins, on est capable de dire du capitalisme que c'est une catastrophe, et en même temps de demander au capitalisme qu'il sauve le bolchevisme, puisque les Américains aident l'Union soviétique pour qu'elle puisse, l'Union soviétique marxiste-léniniste, pour qu'elle puisse tenir le coup. C'est l'année où on condamne Sacco et Vanzetti, mais c'est aussi l'année où quelqu'un défend Sacco et Vanzetti, un anarchiste, qui s'appelle Benito Mussolini et dont on connaît la carrière qui suit. 1921, c'est la date de publication chez le même Freud de Psychologie des masses et Analyse du moi, et en même temps de Rêve et télépathie. C'est un texte extrêmement intéressant que ce texte politique, qui est d'actualité, plus que jamais d'actualité. Et il a un neveu, petit-neveu Bernays, qui a écrit un livre sur la propagande que Goebbels avait lu, Propaganda, et qui est un livre terrible pour comprendre notre modernité. Et il y a dans cet ouvrage-là une pensée de ce que sont les mouvements de masse, de ce que seront les mouvements de masse au XXe siècle, et aujourd'hui également, et en même temps, Rêve et télépathie, qui est une façon pour Freud de rester accroché au spiritisme d'Allan Kardec du XIXe siècle, des tables qui tournent et des esprits qui communiquent. C'est donc, avec ces quelques exemples, c'est donc un monde qui s'effondre, 1921, et un autre monde qui advient. Et c'est 14-18, on aura l'occasion de revenir évidemment sur 14-18 au moment on parlera du volet suivant, décadence, mais 14-18 est un grand moment de nihilisme, un grand mouvement pourvoyeur de nihilisme. C'est le nihilisme qui produit 14-18, mais 14-18 produit aussi le nihilisme. C'est un nihilisme qui entretient le nihilisme, et le nihilisme, c'est la fin des valeurs. C'est la disparition de tout sens. Et ce nihilisme-là, il est signifié dans les années qui suivent, et on verra, je développerai tout ça par la suite, mais comment Zara, Dada, le dadaïsme, comment le surréalisme, le futurisme, comment la destruction idéologique va suivre cette destruction qui a été la Première Guerre mondiale. Je suis d'une certaine manière l'enfant de ce temps, et c'est assez singulier d'imaginer que quand on a un grand-père qui a fait la guerre 14-18, c'est mon cas, on se dit que finalement on était à la merci, que ma potentialité était à la merci d'un éclat d'obus. Il y en a eu des centaines de milliers, des dizaines de milliers, des millions sur les champs de bataille, qui faisait que quelqu'un pouvait disparaître en un rien de temps, et il y en a eu des millions, et que donc effectivement, ce soldat de la guerre 14 aurait pu ne pas avoir mon père, et j'aurais pu ne pas être non plus pour cette occasion, c'est-à-dire que chacun, et c'est évidemment pas seulement mon cas, mais chacun procède d'une série inouïe de fortunes adéquates, si vous me permettez l'expression du mot adéquate dans le sens spinoziste, c'est-à-dire ce sont des fortunes adéquates, des chances, si vous voulez, diraient d'autres, des chances qui font que vous advenez un jour, que vous surgissez au monde et que c'est vous et rien d'autre. Et donc je me disais, et on se le dit souvent avec des amis qui aiment les vins, les vieux vins ou les millésimes, on se demande souvent ce qui a eu lieu l'année de ce vin, de ce grand vin, de ce champagne. C'est de plus en plus difficile avec les vins d'aujourd'hui qui sont faits pour être bu rapidement, parce que jadis, on utilisait la grappe, enfin, on utilisait la grappe dans sa totalité, qu'il fallait que le bois fonde dans la bouteille, et on avait des vins extrêmement tanniques, et il fallait attendre un certain temps pour que les tanins soient fondus. Aujourd'hui, les tanins n'existent plus de la même manière, et les vins sont faits pour être bu dans les 3 ou 4 années qui suivent, donc ils ne vieillissent plus. Nous sommes dans un autre rapport au temps, et puis jadis, les caves étaient patrimoniales. On achetait une cave et puis on la transmettait à ses enfants, et les enfants continuaient à nourrir cette cave, et puis les petits-enfants héritaient de cette cave, etc. Il y avait une tradition familiale, les vins du grand-père, les vins du père, etc. Et puis on ne déménageait pas, et puis on ne divorçait pas, et puis on restait toute une vie ensemble, et puis on avait des vraies caves, avec la terre, avec des pierres, avec des possibilités pour les vins d'être et d'exister. Aujourd'hui, on déménage, on circule, on va, on vient, on a du chauffage central, on a une cave qui est parfois faite en béton ou en ciment, ou des caves mécaniques, je dirais presque, des caves électriques. Et donc effectivement, les conditions pour déguster véritablement le vin aujourd'hui ont disparu, et les conditions surtout pour déguster les vieux millésimes ou les grands millésimes. Donc il faut se rendre à l'évidence que quand on s'en va dans une propriété et qu'on goûte le vin de la propriété qui n'a jamais bougé, on est dans les conditions optimales pour pouvoir accéder à ce que peut signifier et ce vin et le millésime en question.
Je me retrouve donc avec quelques amis, et grâce leur soit rendu, Michel Guillard, qui est le créateur de l'Amateur de Bordeaux avec Jean-Paul Kaufmann, Denis Mola, mon ami libraire, et quelques autres amis dont je veux taire le nom, qui se retrouvent avec moi en 2012 dans l'est de la France, il y a de la neige, et on visite les kilomètres de caves de Champagne sur lesquels il y a des graffitis qui sont extrêmement émouvants, puisque il y a eu une vie souterraine en Champagne, avec les guerres, avec les gens qui ont travaillé aussi, les gens qui ont travaillé une vie entière dans ces caves de Champagne, et un peu comme des espèces de peintures rupestres, il y a l'histoire de l'humanité, l'histoire générale, la grande histoire, puis la petite histoire, qui se trouve racontée dans ces caves-là, où le temps fait la loi. Une cave, une grande cave, une belle cave, c'est un lieu où effectivement le temps fait la loi. Et je rencontre là un chef de cave qui est Richard Geoffroy, qui est le patron de Dom Pérignon et qui est un grand monsieur. Faire un vin, c'est donc le vouloir, c'est le désirer, c'est lui donner corps et âme, aux deux sens du terme. C'est-à-dire il faut le charpenter, le structurer. Il faut lui donner un esprit aussi, il faut vouloir quelque chose. C'est pas seulement presser du raisin, obtenir un jus, mettre dans une bouteille, c'est vouloir quelque chose. C'est décider de ce qu'il sera, c'est l'inventer, c'est l'imaginer, c'est le désirer. C'est le penser, le cogiter, avant qu'il n'existe véritablement, c'est même l'envisager au sens étymologique, c'est-à-dire lui donner un visage, presque, le supposer, le raisonner, le réfléchir, le conjecturer, l'élever, comme on peut dire pour un enfant. Et élever un enfant, c'est pas élever un enfant comme on élève des chiens ou des animaux, c'est faire de telle sorte que là où on le prend, on puisse le mener plus haut que là où on l'a pris, faire de telle sorte qu'il ait acquis de la grandeur. Eh bien, il faut donner au vin de la grandeur, de la force, de la hauteur. Et ça se veut, ça. C'est-à-dire que Malaparte voulait une maison qui lui ressemble, mais je pense que quelqu'un qui fait un vin fait toujours un vin qui lui ressemble. Il le fait en fonction de sa subjectivité, mais il le fait aussi en fonction de sa maison. Soit la maison lui appartient, et il y a une tradition familiale, et je songe à mon ami Michel Drapier, qui fabrique le champagne du général de Gaulle, et qui, lui, hérite d'une tradition et veut ce que la tradition veut pour son vin, et puis d'autres qui veulent leur subjectivité, qui veulent imposer leur style à ce vin-là, et puis d'autres, des grands patrons, des gens du CAC 40 aujourd'hui, qui achètent des grandes entreprises et qui fabriquent un vin qui leur ressemble. Ils achètent des très très grands crus, mais c'est vide, c'est creux. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'âme. Et j'ai vu quelques très grands vins passer comme ça de la main de gens qui avaient 5 siècles de famille derrière eux pour faire ce vin, et qui faisaient un vin sublime, et qui se sont vus dépossédés de ce vin, qui aujourd'hui se vend très cher, mais est devenu une infâme piquette, parce qu'ils font faire un vin qui leur ressemble. Comme il ne ressemble à rien, le vin ne ressemble à rien. Je crois vraiment que toutes les productions concentrent en elles l'esprit du temps, et que ça marche pour le vin comme pour les peintures, les musiques, ou un meuble, ou un roman, la philosophie, l'architecture, des recettes de cuisine même, ou un poème. Si vous lisez les recettes de cuisine d'Antonin Carême au XIXe siècle, eh bien vous voyez bien que les pâtés de faisan de Carême ressemblent aux architectures d'Haussmann, ou que ça ressemble aussi à des musiques un peu épaisses de la même époque. Il y a quelque chose qui se dit, je vous disais tout à l'heure, l'esprit du temps, parce que ce qui est dans les choses n'est jamais qu'atomique. Et on reparlera d'Épicure tout à l'heure et des atomes. Et les atomes sont porteurs d'une subjectivité. Pas tant les atomes que les associations d'atomes. Les subjectivités atomiques qui constituent des sensations. Pas tant des sensations, mais des prétextes à sensations et à émotions. Dom Pérignon a fabriqué un vin, alors c'est un mythe aussi, Dom Pérignon, c'est le moine que nous savons, mais on a fabriqué toute une mythologie autour de Dom Pérignon, mais c'est aussi un style de vin. Il faut que ce vin corresponde à son style, et singulièrement, s'il y a vraiment un esprit du temps, Dom Pérignon est l'exact contemporain de Louis XIV. C'est-à-dire 1638 et 1715 pour les deux. Et à cette époque-là, la musique, c'est Lully,
La peinture, c'est Watteau, c'est aussi Vivaldi pour la musique, et on est dans l'allégresse, dans la joie ou dans la légèreté. On est dans l'ascendant sans transcendance. Il y a de l'ascendant sans transcendance chez le peintre dont je vous ai parlé, chez ces musiciens aussi, et qui sont des individus qui nous racontent un certain type de légèreté. Ce sont aussi des gens qui sont contemporains de Newton. Et Newton, ça n'est pas rien. Et les physiciens, ou les scientifiques, quand ils comptent et qu'ils découvrent des choses essentielles, je pense à Darwin par exemple, ou à Galilée, ce sont des gens qui font basculer l'esprit du temps également. C'est-à-dire que on croit que le christianisme dit la vérité sur ce qui est, et d'un seul coup, on a un Newton qui nous explique que peut-être que Dieu existe, mais il va falloir qu'on lui change son visage. Parce que si quelque chose s'apparente à Dieu, c'est ce qu'on appelle l'attraction, c'est ce qu'il appelle l'attraction universelle. C'est ce qui lie tout ce qui est. Il y a des atomes, mais qu'est-ce qui fait que ces atomes ne s'égaillent pas un peu partout dans la nature? Qu'est-ce qui fait que ces atomes-là constituent des formes qui sont autant de force? La réponse, l'attraction universelle. Il y a l'attraction universelle qui lie tout ce qui existe. Et c'est une révolution dans la vision du monde, puisque la mythologie chrétienne disparaît. Il n'y a plus que des particules qui sont en suspension dans un vide qui lui-même obéit aux lois de l'attraction. Il n'y a que des forces, que des formes, que de la matière, que des énergies. Peut-être y a-t-il une métaphysique, mais elle est totalement indépendante de ce que Newton nous apprend ou nous enseigne. Il ne nie pas Dieu, mais sa pensée fait l'économie de Dieu. Donc c'est une façon de s'arracher aux représentations judéo-chrétiennes pour dire qu'il faut penser le réel, penser la vérité, penser la réalité la plus immanente. Newton pense le cosmos et il y place les hommes en comprenant que les astres obéissent aux lois de la nature et que les hommes obéissent pareillement aux mêmes lois de la nature. Alors on peut appeler l'attraction universelle Dieu, c'est un peu ce que va faire Fourier un petit peu plus tard, Charles Fourier, mais on voit bien que ça n'a plus grand-chose à voir avec le Dieu chrétien qui est jaloux, méchant, vengeur, qui récompense, qui dit le bien, qui dit le mal et ce genre de choses. Si Dieu existe, alors il est la force qui rend possible les formes, ou qui rend possible la forme du monde. Newton met le cosmos en formule et d'une certaine manière Dom Pérignon en bouteille. Il y a une bulle à cette époque-là et tout est dans la bulle. Et je vous raconterai en bibliographie tout le travail de Gérard Ligier-Belair, qui fait un travail extrêmement intéressant, subventionné par le CNRS, et il traque les bulles des bouteilles de champagne pour savoir ce qui se passe dans les bulles, et c'est absolument passionnant. Mais s'il y a vraiment un esprit du temps, ces bulles, on les retrouve aussi dans la peinture du XVIIe siècle. Et il y a une tradition de vanité. Il y a eu une époque une très belle exposition qui avait été faite par Alain Tapier au musée de Caen sur les vanités. Et moi, je me souviens que c'est Paul Claudel qui m'a appris à lire les vanités, parce qu'il y a quelques pages magnifiques de Paul Claudel sur les vanités. Et vous avez toujours dans les vanités des mouches ou des fruits avec une tavelure, des pétales fanés, un couteau en déséquilibre juste au bord. Regardez dans les vanités, vous avez souvent des couteaux à demi dans le vide. Ils sont là prêts à basculer, prêts à tomber, comme une vie est prête aussi à basculer ou à tomber. Vous avez des fumées, des gens qui fument, des scènes de tabagie, comme on disait à l'époque, des sabliers, parce que la fumée est évanescente, elle aussi, comme une vie, des sabliers qui sont renversés, des pendules en mouvement ou des montres qui sont posées sur des beaux tapis, la beauté du monde, et en même temps le temps qui passe, des verres qui sont finement ciselés, donc extrêmement fragiles, ou alors des coupes ébréchées, des crânes, bien sûr, et puis aussi des textes, qu'on appelle des phylactères. La bande dessinée a récupéré cette expression-là. La bulle dans laquelle vous avez un texte est un phylactère, et ce sont des phylactères dans lesquels on trouve ce texte homo bulla. L'homme est une bulle. C'est-à-dire que, on le voit bien, les bulles sont pas faites pour durer, elles sont faites pour être évanescentes, elles sont faites pour exploser. Et quand elles explosent, elles libèrent quelque chose, saveur. Vous avez peut-être, moi je me souviens de ma mère qui m'offrait, qui mettait du myrrhe dans un verre avec de l'eau pour qu'avec la clé on puisse faire des bulles. Et il y avait des couleurs chatoyantes sur ces bulles, et d'un seul coup ça explosait, et il y avait toujours l'odeur du myrrhe en question, mais à chaque fois qu'une bulle explose, elle libère
des flaveurs, des saveurs, des odeurs ou des parfums. Le champagne, c'est exactement la même chose. Le mystère du champagne, c'est effectivement le mystère d'une bulle qui concentre justement les temps dont nous parlons. Il y a des peintres qui ont peint ces choses-là, hein. Simon Luticuis, par exemple, Hendrik Andriessen, Simon Renard de Saint-André ou Carrel du Jardin. J'ai noté les noms parce que je ne les ai pas en tête, mais on les voit dans les peintures flamandes. Ces gens qui nous racontent que la vie est brève, qu'elle est courte, que homo bulla, l'homme est une bulle, et qu'il faudrait que nous le sachions. De sorte que une coupe de champagne ou une flûte, ça dépend. On dit de la coupe de champagne qu'elle a été modelée sur le sein de la Pompadour. Je ne sais pas sur quoi aurait été modelée la flûte. On n'en dit rien, mais enfin, d'aucuns disent que effectivement c'est pas la flûte, c'est la flûte qu'il faut boire en fait, qu'il faut utiliser. Il faut plutôt utiliser un verre à dégustation, parce que le champagne est un vin. Et il y a dans ce verre de champagne l'occasion d'une leçon de vanité. Comme c'est un vin de fête, la plupart du temps, on fête la fête et on n'est plus à la fête qu'au vin qu'on boit. Et dans ces cas-là, on fête le bébé qui vient d'arriver, l'an passé ou l'an nouveau, on fête le plaisir d'être ensemble, on fête, je sais pas quoi, un permis de conduire. Et on est au plaisir d'être ensemble, et ce plaisir d'être ensemble fait qu'on regarde les autres, on regarde autour de soi, mais rarement dans le verre et dans ce qui se passe dans le verre. On met rarement son nez dans le verre pour savoir ce que le champagne nous raconte. Il y a beaucoup de mauvais champagne, et si le champagne est mauvais, il vous raconte rien du tout. C'est la même chose qu'un Perrier, si vous voulez, en moins bon. Si un champagne est grand, il a un nez, et ce nez nous raconte aussi quelque chose. Donc il y a une leçon de vanité qui se trouve dite, homo bulla, ça ne va pas durer, profitez-en, et une leçon plus générale sur des temps. Le vin, tous les vins gardent en mémoire le temps général et le temps particulier. J'appelle le temps général le temps de l'histoire et le temps particulier le temps de chaque subjectivité ou de chaque individualité. On se retrouve donc avec ses amis à ouvrir quelques grands flacons, et Michel Guillard est stomatologue en dehors de ses immenses compétences en œnologie, et Michel a toujours des chiffres à nous donner, et il nous parle de la bouche, des récepteurs et ce genre de choses, et je lui dis souvent que ce ne sont pas les gynécologues qui sont les mieux placés pour nous parler d'amour, et que c'est la même chose, c'est pas forcément le stomatologue qui nous dit les meilleures choses pour que nous puissions goûter. Et pourtant, il nous dit ce jour-là des choses extrêmement intéressantes. Il nous dit qu'il y a 200 000 connexions nerveuses pour la somesthésie. La somesthésie est un sens dont on ne parle pas beaucoup, et c'est le sens de la sensibilité du corps. C'est ce qui gère notre présence au monde, si vous voulez. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une pièce chaude alors qu'il fait froid dehors, eh bien, il y a en vous tout un système qui va faire de telle sorte que votre corps va prendre en considération les changements de température, et donc les modalités de votre présence au monde sont gérées par ce sens qui est, ou par cette sensation qui est la somesthésie. 200 000 connexions, nous dit Michel. 100 000 pour l'audition, 50 000 pour l'olfaction et 10 000 pour le goût. C'est-à-dire que l'hominisation a produit un effet tout à fait particulier, c'est-à-dire que tout est fait, ou tout dans l'humanité a fait que nous sommes devenus des gens qui savent voir, mais qui ne savent plus sentir. Il y a des analyses intéressantes de Freud sur ce sujet-là, qui nous dit que les hommes ont été des quadrupèdes qui sentaient, avant que d'être hommes, nous étions des quadrupèdes qui sentions, et on avait du flair. Et on entendait bien, mais on voyait mal. Et il y a eu un moment donné où l'hominisation a fait que le quadrupède est devenu bipède. Il a donc libéré les bras. Il a donc pu devenir un homo faber, un homme qui a fabriqué. Et en même temps, il a été obligé de lever la tête, ce qui a rendu possible le cerveau. C'est une lecture, c'est une lecture assez 19e, mais elle est intéressante. Et à partir de ce moment-là, nous avons gagné avec le sens de la vision, mais nous avons perdu avec les sens de l'olfaction, avec les sens de l'audition. On entend moins bien, on sent moins bien, mais on voit beaucoup mieux. De sorte que... Encyclopédie du monde de Michel Onfray. Première année, Cosmos. Aujourd'hui,
les formes liquides du temps. Je souhaiterais, dans cette séance, aborder la question du temps. On fait un cours sur le temps, mais ne pas faire un cours sur le temps comme on le fait habituellement quand on fait un cours de philosophie. La plupart du temps, quand on aborde ce sujet-là, on va voir ce que machin, bidule, un tel ont raconté, et puis on fait une longue dissertation. La plupart du temps, on reprend ce que le philosophe a dit, on essaie d'expliquer ce qu'est l'essence du temps ou l'idée du temps. Et d'une certaine manière, on a parfois expliqué ce qu'était l'essence ou l'idée du temps, mais on n'a pas expliqué ce qu'était le temps réellement, véritablement. Il existe au Moyen-Âge un moment philosophique extrêmement important qui oppose des réalistes et des nominalistes. C'est un faux ami, le mot réaliste, parce que le réaliste n'est pas réaliste du tout. Le réaliste, c'est celui qui pense que les idées seules sont réelles. Et le nominaliste, c'est celui qui sait que seul est réel le réel. Et ça fait deux mondes. Ceux qui pensent que l'idée est plus vraie que le monde que l'idée est censée dire. L'idée est plus vraie parce que le concept est plus vrai. Vous voyez, on a Platon, on a le christianisme, on a le kantisme, enfin on a toute la philosophie occidentale traditionnelle qui nous dit l'idée est plus vraie que le monde. L'idée qui dit le monde est plus juste et plus vraie, plus adéquate que le monde lui-même. Et puis ceux qu'on a appelés les nominalistes, qui eux disent non, le mot n'est pas une chose. Le mot est là pour dire une chose, mais ça n'est qu'un mot. Le mot ne recouvre rien d'autre qu'un caractère d'ustensilité, je dirais. C'est utile, ça sert à dire. Si je dis une pomme, je présentifie la pomme en son absence. Mais le mot pomme n'existe pas en dehors de ce mot qui dit la chose. On prête à Spinoza cette phrase qu'il n'a jamais dite. Il aurait dit « le concept de chien n'aboie pas ». Et de fait, le chien aboie, le concept de chien n'aboie pas. Ce que je souhaiterais faire dans cette séance, et ce que je fais depuis longtemps, et ce que je tâcherai de faire si l'aventure dure, c'est justement un travail de nominaliste. C'est un travail empirique. C'est un travail anti-platonicien en ce sens, parce que je pense que le réel est plus vrai que les mots qui disent le réel. Et les mots ne seront là que pour raconter le réel. Donc plutôt que de m'interroger sur le flux, le fleuve d'Héraclite, vous savez, Héraclite nous dit on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, tout ça pour nous dire que si vous descendez dans la Dive ou dans l'Orne aujourd'hui et que demain vous y retournez, eh bien vous ne serez pas dans le même fleuve, parce que le fleuve se sera écoulé. Donc on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Le temps, c'est donc un flux, vous me direz, c'est une évidence, sauf que d'autres ne disent pas ça. D'autres disent que le temps, c'est la forme immobile de l'éternité immobile, par exemple, pour le dire dans le vocabulaire de Platon, ou une forme a priori de la sensibilité. Et puis on pourrait reprendre toutes les définitions qui ont été données par les philosophes. Aristote disait dans la physique que le temps, c'était le nombre du mouvement selon l'avant et l'après. On peut multiplier ces définitions-là, il y a toujours un philosophe pour nous en donner une. Et au bout du compte, quand on a dit ces choses-là, on a eu l'impression qu'on n'aura rien dit du temps. On n'aura pas saisi la vérité ou la réalité du temps. On peut inventer une formule et ajouter aux formules qui ont déjà été données, celles dont je vous ai parlé, ou d'autres, le fantôme de l'espace obsédant la conscience réfléchie de Bergson, par exemple. On peut toujours fabriquer une définition de ce type-là, et je pourrais dire que le temps, c'est la vitesse de la matière. Ça pourrait être ma définition. Je peux dire, voilà, le temps, c'est la vitesse de la matière. Qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais ajouté une définition aux définitions, mais pour autant, je n'aurais rien dit de ce qu'il est véritablement, ce temps. Alors que tout le monde le sait. Tout le monde sait ce qu'est le temps, mais à chaque fois qu'on commence à penser le temps, d'un seul coup, on ne sait plus ce qu'il est véritablement. D'autant que le temps, nous le pensons dans une configuration qui est absolument occidentale. Tout le monde convient ici, quand on a une formation judéo-chrétienne, à cette idée qu'il y aurait le passé, le présent, le futur, que ce serait distinct, que le passé serait derrière nous, que l'avenir serait devant nous, que le présent serait là où nous sommes. Et Bergson a analysé cette espèce de métaphore spatiale pour dire le temps, pour dire la durée, comme si on avait besoin de l'espace pour dire le temps. Et puis on se dit, ben voilà, le temps passé est mort, le temps futur est à venir,
Et nous sommes à ce point de jonction qui fait qu'à chaque instant, le temps entre dans le passé, en même temps qu'il entre dans le futur, et on consent à ça. D'autres, en Orient par exemple, ne consentent pas du tout à ça. C'est un temps occidental, celui qui pense qu'il y a une flèche linéaire qui part du passé pour aller vers le futur, alors que d'autres pensent que le temps est répétition, réitération, éternel retour des choses, pour le dire comme Nietzsche, qui reprend justement les thèses bouddhistes ou hindouistes. C'est-à-dire qu'il y aurait une espèce d'éternel présent, sans passé, sans futur, mais avec une répétition sans cesse de ce qui est déjà advenu. Ce que nous vivons, nous l'avons déjà vécu et nous le revivrons éternellement. Alors on a beaucoup dit sur le temps que justement il n'existait pas. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur non plus, parce que si je vous parle de quelque chose que vous avez fait, ou si je vous parle de quelque chose que vous allez faire, eh bien je le fais dans le présent, et il n'y a donc que du présent. Le futur est une fiction, le passé est une fiction, et la seule et unique réalité, ce serait le présent. Et ce présent ne serait qu'une durée vécue, extrêmement subjective. Il est bien évident que quand vous souffrez, le temps vous paraît long. Quand vous êtes dans la joie, ou dans la jubilation, ou dans l'allégresse, ou dans le bonheur, ça va vite. Et on a tous expérimenté des réveillons qui durent, ou des réveillons qui paraissent rapides. Je vous renvoie à votre expérience ou à l'expérience de chacun. D'autres disent qu'une théorie du temps n'est pas possible ou n'est pas pensable parce qu'elle s'inscrit dans le temps. On pourrait dire que c'est pas parce que quelque chose s'inscrit dans le temps qu'on ne peut tout de même pas le penser. On peut avoir un rapport d'extériorité au temps et voir ce qu'il est et comment il fonctionne. Nous sommes dans une domination platonicienne, pas seulement sur le terrain de la philosophie, mais aussi dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons, avec cette espèce de domination des idées et de l'idéologie qui va avec, cette domination du concept et cette espèce d'effacement du réel. Et on envisage toujours le temps par rapport à l'éternité. On a l'impression que le temps est une espèce de forme dégradée de l'éternité qui serait une forme pure. Il y aurait la pureté de l'éternité et une espèce de dégradation qui donnerait le temps dans lequel nous nous trouvons. D'abord, il faudrait imaginer ce que peut être l'éternité. Et nous ne pensons l'éternité que dans le temps dans lequel nous nous trouvons, puisque nous sommes affligés de cette vitesse dans la matière qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le travail empirique, c'est la recherche empirique. C'est-à-dire, je regarde, je vois, je constate, je prends mes leçons dans le réel, et je pense que le réel est susceptible de produire quelques idées, mais des idées qui sont attachées au réel, pas des idées qui sont dissociées et qui flotteraient dans une espèce de ciel des idées. Il n'est donc pas question pour moi de partir à la recherche du temps perdu, mais de partir à la recherche d'un temps perdu. Vous savez que c'est le titre de l'ouvrage monumental de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, et c'est donc en bergsonien qu'il aborde les choses. Il y avait un professeur de philosophie qui s'appelait Alphonse Darlu, qui était d'ailleurs un bergsonien, et Proust connaissait bien la pensée de Bergson. Mais donc ce que recherche Proust, c'est quand nous goûtons un vin, eh bien nous sommes plus informés par ce que nous voyons que par ce que nous allons goûter réellement. Nous sommes trahis par nos sens. Les yeux font l'essentiel du travail et cette hominisation, le processus d'hominisation a fait que nous sommes détachés du réel concret pour jouir, pour apprécier en fait les images que nous nous faisons de ce réel-là. Et voyez comment nous retrouvons l'opposition entre les réalistes et les nominalistes. Ceux qui ont cru effectivement que le monde ne servait qu'à produire des idées qui étaient plus vraies que le monde ont gagné, de sorte que quand nous goûtons un vin, la plupart du temps, on est loin de la réalité nominaliste de ce vin et on arrive avec des préjugés, avec des a priori culturels. Vous savez ce qu'on vous sert. C'est un vin blanc, c'est un vin rouge. Vous voyez la forme de la bouteille, vous savez si c'est un Bourgogne ou si c'est un Bordeaux. On vous a expliqué que les Bordeaux sont plus souples, sont plus légers, que les Bourgognes sont plus violents, sont plus puissants et que certains vont... les gibiers, par exemple, vont bien avec le Bourgogne, etc. Et votre éducation fait que dès que vous voyez la bouteille, dès que vous voyez la couleur, dès que vous voyez la forme de la bouteille, donc... Dès qu'on vous explique que vous êtes en train de boire un Gevrey-Chambertin plutôt qu'un Margaux, eh bien vous avez déjà un savoir qui va s'interposer entre vous et ce que vous allez goûter.
C'est-à-dire que si on vous sert un Bourgogne à partir d'une bouteille de Bordeaux, c'est-à-dire si on a transvasé du Bordeaux dans du Bourgogne ou du Bourgogne dans du Bordeaux, et qu'on vous verse le vin, vous allez parler l'étiquette plutôt que ce qu'il y aura dans la bouteille. Vous avez une culture qui vous empêche de saisir la réalité du monde, et ça marche pour le vin comme pour beaucoup d'autres choses. Richard Geoffroy, qui est donc le patron, qui lui est extrêmement silencieux, donne la parole à son maître de chai, qui est Benoît Guèze. Il se fait que je découvre à cette occasion que Benoît Guèze est originaire de Caen et que j'ai eu l'un de ses frères comme élève quand j'étais prof de philo dans un lycée technique à Caen. Et donc on venait pour un champagne 1921, ce sont des flacons patrimoniaux. Il y en a très peu, quelques-uns qui sont là ont été rachetés dans une collection américaine et donc il en reste 4 ou 5. Et donc, nous sommes convenus ce jour-là de déguster des Moët & Chandon 21 plutôt que des Dom Pérignon. Et en fait, une dégustation m'a été proposée qui était une autobiographie. Et Benoît, qui savait 2 ou 3 choses dans ma vie, enfin des choses qui sont un petit peu publiques, m'a dit qu'on allait commencer par un 2006, création de l'Université populaire du Goût à Argentan, puis 2002, création de l'Université populaire de Caen, 1983, mon entrée dans l'éducation nationale, 1959, mon année de naissance, et enfin 1921, l'année de naissance de mon père. Je vais vous passer les détails, j'ai pris des notes, je vais vous passer les détails des fiches que chacun a pu prendre, mais je voudrais que ce soit l'occasion, cette dégustation, d'une leçon d'ontologie concrète. J'ai eu l'occasion de dire ce qu'était l'ontologie à plusieurs reprises, mais je le redis, je parlais tout à l'heure de la pomme. Il n'y a pas de pomme sur cette table, il n'y a pas de visible, mais si je vous parle d'une pomme, vous avez l'idée de la pomme, eh bien quiconque a le souci des idées, ce souci de l'idée, c'est-à-dire l'objet sans sa forme, sans sa couleur, sans son, etc., s'occupe donc d'ontologie. Eh bien, l'ontologie, elle est la plupart du temps faite pour penser des idées. Moi, ce que je propose, c'est une ontologie matérialiste, c'est le sous-titre de Cosmos, et c'est d'ontologie matérialiste, c'est-à-dire une proposition de l'être des choses en tant que ces choses sont réelles et concrètes, et pas idéales ou idéalisées ou conceptuelles. Cette séance, je voudrais la construire sur 3 temps, puisque je suis un occidental, et que je souscris moi aussi au passé, au présent et au futur. Donc, un premier temps qui est le passé du vin, et qui va de ses conditions de possibilité à son être, c'est-à-dire qu'est-ce qui va rendre possible un jour ce vin, et qu'est-ce qui fait qu'un jour il est. Le présent du vin, de l'être là, c'est aussi un concept issu de l'allemand d'une certaine manière, le fameux Dasein d'Heidegger, qu'on traduit par être là, ce qui est immédiatement dans sa pure présence. Le concept est un peu barbare, mais il est intéressant, de l'être là, donc du vin à sa disparition. Et puis le futur du vin, c'est-à-dire de ses métamorphoses, de ce qu'il devient quand on le met en bouteille, jusqu'à sa mort, sa disparition. Sa mort, c'est aussi bien la mort dans la bouteille parce qu'il est épuisé, parce qu'il n'a pas tenu le coup, et on verra pourquoi, comment, etc., ou alors parce qu'on l'ingère et qu'il disparaît. D'une certaine manière, la vie d'un vivant, c'est toujours la vie d'un vivant, et le vin, c'est vivant. Et toutes les vies se résument à peu près de la même manière, le schéma est à peu près le même tout le temps. Nous allons toujours du potentiel à la néantisation, en passant par des degrés d'être. L'être potentiel que nous avons été, des milliards de spermatozoïdes et un seul qui rend possible l'être que nous sommes un jour, et puis cette disparition et cette néantisation de l'être qui a été, en passant par des degrés d'être qui conduisent justement de la naissance à la mort, pour aller vite. Eh bien ça marche pour les hommes, ça marche pour les animaux, pour les humains bien sûr, ça marche pour les animaux et ça marche pour le vivant. Ça marche pour une paramécie, ça marche pour une plante. Mais ça marche aussi pour des choses qui vieillissent également, mais qu'on ne voit pas vieillir. Les montagnes, les fleuves, et les géologues ou les géographes savent comment vieillissent les montagnes, comment vieillissent les fleuves, comment vieillissent les paysages. Premier temps, donc, le passé. Il y a dans le vin, évidemment, un passé géologique. Et on a fait de la géologie en classe, tous plus ou moins. Et c'est pas forcément passionnant d'apprendre la géologie quand on apprend juste des périodes jurassiques, crétacées ou ce genre de choses, ou des noms un peu barbares,
parce qu'on parle de millions d'années, on ne voit pas ce qui distingue 100 millions d'années de 500 millions d'années, et la géologie est une discipline qui supposerait que nous puissions nous déplacer facilement mentalement dans le temps et dans l'espace, et c'est rarement le cas au moment où on s'occupe véritablement de géologie. Or, la géologie est passionnante. J'ai coutume de dire que la géologie rend possible la géographie, qui rend possible l'histoire, qui rend possible ensuite la philosophie, parce que on ne pense pas de la même manière sur le granit ou sur le calcaire, pour aller vite. Mais il faudrait développer. Il y a une formation de la nature, il y a des sols et des sous-sols qui ont été formés aussi et qui ont eux aussi obéi à des temps. Et ces temps sont concentrés dans le vin que nous buvons. Il y a eu des roches volcaniques qui se sont constituées après le refroidissement, et ça donne du granit. Et là où il y a du granit, le vin n'est pas le même que là où il y a du calcaire. Il y a eu des roches sédimentaires qui, elles, se sont produites avec les dépôts de fossiles. Il y a eu la mer, et la mer a disparu. Les animaux dans la mer se sont décomposés, ont constitué des dépôts de fossiles qui eux-mêmes ont subi l'érosion ensuite avec le temps et avec le vent. Et là, on a du calcaire, du grès, du galet, les argiles, les marnes et les graves, et puis les roches métamorphiques qui, elles, ont été structurées par la pression sur ces deux types de roches. Il y a eu des pressions terribles qui ont généré les schistes ou les gneiss. Eh bien, quand on boit un vin, et on le sait, on boit ce temps géologique. On boit ce temps de la pierre, on boit les atomes de la pierre. Et si vous goûtez à Lacrima Christi, par exemple, qui est élaboré sur les pentes de l'Etna, eh bien, vous aurez le goût du volcan dans la bouche quand vous aurez goûté ces vins-là, ou quand vous aurez goûté d'autres vins, des sauternes, par exemple, ou des barsacs, ou des vins liquoreux de Hongrie, le Tokaj par exemple, eh bien vous aurez la fameuse pourriture noble que vous retrouverez dans la bouche comme un goût de champignon qui sera là, présent aussi, parce que les vins concentrent les temps qui les ont rendus possibles. Il y a donc un passé de la terre aussi, et la terre, ce sont les forêts primitives qui sont arrivées ensuite et qui se sont trouvées fondues sur elles-mêmes, qui se sont effondrées sur elles-mêmes, et il y a eu une stratégie